Madame la ministre Vallaud Belkacem, Monsieur le recteur Veil, Monsieur le président Boudry, Monsieur le ministre italien Paolo Gentiloni, chers professeurs, étudiants, mesdames et messieurs. 10 mois après les carnages de Charlie Hebdo, on est encore une fois choqué par des attaques terroristes dans cette ville, à Paris. Cette fois, les victimes n'étaient pas célèbres. Il s'agissait en grande partie de jeunes tués dans un théâtre ou dans un café, dans des lieux symboliques de la convivialité française et européenne. Pour les Italiens, Paris n'est pas une ville étrangère. C'est un lieu qui fait partie de notre culture. Le palais du Luxembourg, voulu par Caterina de Medici, se trouve à quelques dizaines de mètres d'ici. Et un peu plus loin, la maison où habitait longtemps Italo Calvino, 3 siècles et demi, sépare le deuxième de la première. Et au cours de ces siècles, des milliers d'artistes, d'écrivains et d'intellectuels italiens ont travaillé et vécu à Paris. Jamais, aucun d'entre eux ne s'est senti ici à l'étranger. Tous ont eu la sensation d'être chez eux, la même que de tout temps, les écrivains et les artistes français ont eu à Rome, à Florence, à Venise. Après le 13 novembre, on a dit à juste titre que c'est un art de vivre qui a été attaqué et qui fluctuat nec mergitur, avec les mots de la devise de la ville de Paris. Eh bien, cet art de vivre, nous l'avons construit ensemble. On prétend quelquefois qu'il y a une compétition, une généreuse rivalité, tu as dit, Madame la ministre, entre la France et l'Italie à ce sujet. On se dispute aussi sur la qualité des vins, de la cuisine, de l'éducation, aussi du football et de la mode. Mais ce qui est beaucoup plus frappant, ce sont les échanges qui, au cours du siècle, ont fait de nos deux cultures. Un historien français qui aimait passionnément l'Italie, Fernand Braudel, l'a très bien raconté. Cet ensemble, depuis des siècles, nous avons construit une civilisation qui continue à éblouir le monde. Et c'est ensemble que nous allons la défendre, surtout aujourd'hui. Mais nous n'allons pas que la défendre. Un écrivain à propos de l'Italie, Jean-Paul Sartre, disait « On ne défend pas la culture, on la fait ». C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui encore, pas défendre la culture. Nous la devons faire ensemble. Je suis donc heureux d'être parmi vous dans un lieu où la culture ne se défend pas, se produit. Je rends hommage à cet incroyable lieu, qui est un lieu d'Europe, pas seulement de la France ou de Paris, qui est un lieu du monde entier. Mais je suis aussi touché et ému par être dans un lieu parmi les plus affectés par les attaques. Parmi les victimes, vous l'avez dit, Monsieur le Président, une jeune fille italienne qui incarnait l'esprit de notre génération, de la génération Erasmus, Valeria Solesin, 28 ans, doctorat ici à la Sorbonne, née en Italie, grandie en Europe, tuée avec des dizaines de compagnons de route par des assassins qui ne pouvaient pas accepter ses projets, ses anticipations de vie. Nous avons écouté de sa famille mots incroyables, de rare beauté. Et nous pouvons nommer autres étudiants. Un étudiant français, Guillaume Ledrampe de Cherbourg, il aimait l'Italie qu'il considérait sa deuxième patrie. Il avait accompli son Erasmus à Parme et ici à la Sorbonne, il était chercheur de langue italienne. Travaillait en préparant entre-temps une dissertation sur notre théâtre. Son rêve était de devenir enseignant avant d'être massacré dans le café où il se trouvait pendant son jour de congé. Ici, à la Sorbonne, on entend toujours l'écho de leurs rêves. Je crois que la réaction du gouvernement européen aux attentats de Paris doit être très dure.
L'Italie est parmi les pays qui contribuent plus efficacement aux activités de la coalition en Afghanistan, en Liban, en Somalie, en Syrie, dans les Balkans. Mais à côté de ces actions militaires, juste après l'attaque, c'est évident qu'il faut y avoir une meilleure coopération entre les services de police et des renseignements d'États membres. C'est peut-être une leçon très dure qu'on a pu tirer des événements du 13 novembre. Tous les pays européens devront mettre en commun les ressources nécessaires pour faire face à la menace terroriste, même si le prix à payer est perçu dans certains millions comme un sacrifice de souveraineté nationale. Je crois que c'est temps d'accepter ce sacrifice. Mais l'ampleur de la menace terroristique aujourd'hui est amplifiée par les recours aux moyens digitaux et les réseaux sociaux qui facilitent le recrutement des terroristes et l'organisation des attaques. Heureusement, les technologies digitales peuvent être aussi utilisées pour tracer les mouvements des terroristes, les transactions financières des organisations qui préparent des attaques, les mouvements des armes et des explosifs. Les technologies nous permettent, par des logiciels de reconnaissance faciale, couplés avec les réseaux de caméras qui couvrent la plus grande partie du territoire de nos villes, d'analyser les itinéraires des terroristes potentiels et intervenir avant que les attaques soient finalisées. Nous devons faire de plus dans ce secteur. Il y a la possibilité, il y a aujourd'hui la nécessité. Il faut partager les contenus des bases de données, il faut qu'elles contiennent. Il faut utiliser toutes les technologies dont on dispose pour accroître les niveaux de sécurité. Mais ce n'est pas suffisant. La situation au Proche-Orient demeure difficile, à part l'espoir des printemps arabes. On a vécu la déception des gouvernements qui ont frappé toute demande de participation. Assad a cherché une réponse militaire à des demandes de liberté. En Irak, l'après-guerre n'a pas donné lieu à un nouvel équilibre entre les différents composants de la société. En Terre Sainte, on vit une nouvelle saison de crise qui rend de plus en plus difficile les processus de paix. En Libye, un processus diplomatique est en cours. Il faut le supporter avec tous les moyens dont l'Union européenne et la communauté internationale disposent, car l'instabilité devant nos propres côtes implique des risques pour la sécurité, pas seulement italienne, par la sécurité européenne. Il faut donc serrer les rangs de l'Union européenne en contrastant les forces centrifuges qui traversent le continent. C'est un moment pas facile. Il y a les risques de Brexit, aux conséquences politiques de la crise économique et financière, il y a trop de déchirures dans les tissus de l'Union. Mais on risque la déchirure surtout entre les institutions et les citoyens. Enfin, on doit s'équiper pour faire face aux effets collatéraux de la globalisation. Il y a 20 ans, des analystes politiques disaient qu'on avait atteint à la fin de l'histoire. France et Italie, nations anciennes, savent très bien que l'histoire ne finit jamais. Elles continuent sous des fonds différents à changer constamment nos points de référence. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le temps pour avoir la possibilité de gagner un défi plus important. Bon, c'est clair. Nous connaissons les sentiments de préoccupation et la peur de ces jours. L'Italie connaît très bien le sens de dépaysement et insécurité que les attaques terroristes peuvent projeter sur nos sociétés. On a compté les victimes du terrorisme politique dans les années 70 et 80, et celles du terrorisme mafieux quelques ans plus tard. On a adopté des mesures exceptionnelles de prévention et de répression des activités terroristes. Finalement, on a déchiré les tissus des organisations terroristes, coupé les liens d'affiliation qui étaient à la base. Mais celui-ci, c'est le point pour moi crucial. Plus encore que la réponse du gouvernement, c'est la réaction de la société italienne à part entière qui nous a permis de croiser cette menace. Pour vaincre la terreur, il faut d'abord vaincre la peur. C'est l'indignation des ouvrières et des étudiants qui a créé le vide autour des terroristes dans les années 90. C'est la véritable révolte civile
des centaines de milliers de citoyens italiens qui a étouffé la mafia. Il s'agit de faire comprendre à ceux qui sont fascinés par l'idéologie terroriste qu'il n'y a pas de mandat possible, pas de complicité, pas de solidarité. C'est pour cette raison que la réaction de toutes les communautés, particulièrement la communauté islamique européenne, aux événements de Paris, avec une condamnation sans ambiguïté des attaques, est nécessaire et juste. Car la lutte contre le terrorisme n'admet pas de défection, aucun. On dit que notre vie doit être affectée par la terreur, qu'on doit continuer notre parcours sans crainte, au même temps en nous mettant en garde haute. La peur est un sentiment tout à fait normal, mais ne doit pas nous perdre notre humanité. On l'a dit souvent, récemment, mais il faut continuer à le dire. J'ai décidé de le dire dans la salle Orazzi et Curiazzi. C'est la salle de Rome dans laquelle il y a 58 ans, 6 pays, la France, l'Italie, le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne et la Néerlande ont siglé les traités institutifs de l'Europe. J'ai décidé d'aller ici, d'aller là-bas, d'aller dans cette salle, à donner le message que nous n'acceptons pas de refuser notre vie. Et donc nous avons décidé comme gouvernement italien de faire un investissement important dans la sécurité, mais en même temps sur la culture et l'éducation. Pour chaque euro additionnel dans la sécurité, nous devons investir 1 euro dans la culture. La réponse au terrorisme ne doit être sécuritaire. Doit être sécuritaire, oui, mais en même temps, à la fois, doit être culturel, éducatif. Nous devons investir dans la sécurité, mais dans le même temps, jamais renoncer à notre identité et à nos valeurs. Vous l'avez dit très bien, Madame la Ministre. Et par conséquent, investir également dans l'innovation, dans la culture, dans le sport. Pour tout investissement dans la police, il doit y avoir plus d'efforts d'intégration dans nos banlieues. Pour chaque caserne rénovée, nous établirons un musée plus accueillant. Pour chaque investissement dans la sécurité, 1 euro donné au sport, aux enfants, dans l'école. Tout l'argent consacré à la sécurité va devenir un investissement seulement si nous nous souvenons de ce que nous défendons, notre identité, qui est faite du pluralisme et du dialogue, de tolérance, des racines et des valeurs. C'est ici, je pense, la réponse que l'Europe doit donner. Il faut continuer à revendiquer avec vigueur notre droit à vivre comme citoyens européens, femmes et hommes libres, avec leur socialité et leur confiance dans les valeurs démocratiques. Allez les filles, vous avez dit à propos de Valéria. Je pense que c'est particulièrement important pour les jeunes femmes qui sont dans ce continent, mais dans le monde entier. Je crois que c'est le temps pour un nouvel protagonisme des femmes dans la politique, dans la société, et nous devons donner, comme France et Italie, l'exemple de ce message, qui est un message crucial pour le futur de l'homme. Les attaques terroristes du 13 novembre étaient ciblées contre la panoplie des valeurs qui composent la carte morale de l'Occident. Ils voulaient dévoiler notre manque de points de repère. Ils ont obtenu l'effet contraire. Et je suis ému d'être ici. Cette université est parmi les plus anciennes au monde, avec Bologne, Oxford et Cambridge. En tant qu'église laïque des valeurs occidentales, elle a survécu à presque 1000 ans de conflits, guerres, dévastation. Ces murs ont toujours été trop solides, invulnérables à toute menace obscurantiste. Car le dialogue entre cultures est le meilleur antidote contre la barbarie. Et les universités nous avant-postent les plus efficaces pour la défense de la liberté et de la paix. Oui, l'université, c'est un avant-poste pour la défense de la liberté et de la paix. Les écoles et l'université sont aussi le berceau de notre identité européenne. Une identité qui n'a pas peur de l'ouverture aux idées des autres, qui respecte les droits et les règles de coexistence pacifique et de cohabitation civile,
Investir sur l'identité européenne signifie aujourd'hui pas simplement suivre les règles bureaucratiques de Bruxelles, mais renforcer le système immunitaire de notre société contre les menaces de l'intégrisme. Vous avez parlé, Madame la ministre, de l'humanisme. L'humanisme, on l'a vu, est conçu pour faire face à l'incertitude et pour éviter que la crise et la violence ne se transforment en une régression politique et culturelle. C'est surtout, je pense, une forme de résistance. Et aujourd'hui, ces valeurs sont celles que nous devons récupérer si nous voulons à nouveau transformer une menace terrible en une occasion pour produire plus de culture, plus de création, plus de civilisation. Dans ma ville à Florence, l'humanisme s'est développé en des temps de crise, pas en des moments de bonne situation. L'humanisme s'est développé exactement dans un moment de crise. Nous avons cette image idyllique des humanistes qui se promènent tranquillement dans des jardins à Florence ou d'autres villes, mais elle ne pourrait pas être plus fausse. En réalité, la première fois que Pétrarque et Boccaccio se sont rencontrés à Florence, la ville était en proie à la première crise financière du temps et à la peste. Donc c'est très intéressant que l'humanisme, elle répond à ces situations de difficulté. Et c'est toujours dans des situations de crise et même de danger que les humanistes ont produit les réflexions et leurs chefs-d'œuvre. Ils ont sauvé notre humanité. Ils ont changé le monde. Ce qui frappe le plus dans les visions de nos ennemis, c'est leur haine de la fantaisie et de la beauté. Ils détestent la fantaisie et la beauté. Les images qui m'impressionnent le plus sur Internet sont celles de ces prêcheurs qui apprennent aux enfants à haïr la musique, à détester la musique. Un des exemples les plus marquants de Timbuktu, le film d'un metteur en scène qui travaille à Paris, est celle où un groupe d'enfants joue au foot sans ballon en Mali. Parce que les intégristes ont banni toutes sortes de jeux et aussi les ballons. La musique, le théâtre, les ballons, le football, les tables. C'est pour cette raison que toute réponse aux attaques doit être composée de deux ingrédients. La sécurité, ça va sans dire, c'est clair. Mais aussi la culture, l'éducation. Il n'est pas possible de gagner seulement avec la sécurité. C'est pour cela que j'ai annoncé cet investissement, chaque euro pour la sécurité, chaque euro pour l'éducation. Contre le terrorisme, nous devons renforcer les dispositifs de sécurité, mais souvenir nous-mêmes ce qu'ils sont les valeurs occidentales, les valeurs du monde entier, qui sont les valeurs dans lesquelles nous allons faire un investissement pour le futur. C'est exactement pour cette raison qu'avant de visiter la Sorbonne, je me suis rendu à l'université à Georgetown, à Bologne, à la Humboldt à Berlin, à Nairobi, à Santiago de Chili. Au Kenya, j'ai décidé d'aller au Kenya parce que j'étais frappé par ce qui s'est passé à Garissa. Beaucoup d'étudiants tués par l'intégralisme et le fanatisme. J'ai rencontré certains étudiants qui disaient non aux tentations intégristes qui avaient choisi la voie de la croissance dans la culture. Au Chili, d'autres étudiants avaient pris la relais de leurs anciens confrères assassinés et persécutés pendant la dictature terrible et disaient avec leur présence plus jamais. Aujourd'hui, ici, à la Sorbonne, on réaffirme tout ensemble que notre habit culturel peut résister à toute menace extérieure, qu'on est intellectuellement équipé pour résister à toute attaque et qu'il en est prêt à lutter ensemble pour défendre les libertés. Je pense que nous devons aujourd'hui avoir le désir de continuer, pas seulement
à travailler au dehors de notre confin national, mais aussi dans notre ville. Je pense à des quartiers métropolitains dans les grandes villes de notre Europe, qui sont devenus aujourd'hui de véritables incubateurs d'haine. Face à la tragédie du 13 novembre, on doit s'interroger sur les causes, sur les motivations profondes qui ont transformé des jeunes Européennes dans des bouchers, sans aucune pitié, ni pour les autres, ni pour soi-même. J'ai été frappé par l'image de la jeune femme qui est décédée pendant la descente de Saint-Denis. En regardant les photos de son profil Facebook, on voit deux personnalités différentes. La femme en cow-boy, la terroriste voilée. Comme s'il y avait un avant et un après, deux personnes en même temps. Comme s'il existait un moment, un instant précis et qu'un moment insaisissable où cette jeune femme a cessé de chercher des réponses dans le domaine de la coexistence civile en prétendant de les trouver dans le fanatisme. Je vais éviter tout malentendu. En tant que responsable politique, je revendique le droit pour l'État de défendre ses citoyens à tout prix en utilisant tout moyen et sans céder à la tentation d'apologie sociologique à bon marché. Néanmoins, en tant que citoyen moi-même, je dois m'interroger sur les causes pour lesquelles des gens qui sont nés à l'abri de nos villes, qui très souvent ont étudié dans nos écoles, qui ont joué dans nos rues, ont pu se transformer dans des automates armés. Pourquoi tout ça? La question émouvante écrite après le carnage dans les billets sur la rose va aux racines, un noyau de cette douleur, de ce mal. Et il concerne notre analyse des causes, notre interrogation sur l'avenir de notre vie en commun, de notre socialité, de notre humanisme. Nous pouvons trouver la nécessité et la possibilité de répondre exactement ici, dans les étudiants du passé de cette université. Disait Erasmus, les mâles qui ne s'aperçoivent pas sont les plus dangereux. Il est dans son exemple de la foi, un grand Européen qui a fait ses études ici, à la Sorbonne, et qui aujourd'hui est une source d'inspiration pour une tiers génération pleine d'espoir, de rêves d'avenir. L'homme européen se nourrit du futur. Le manque de perspective est une famine de l'esprit, une véritable maladie. Et comme toute maladie, il faut la soigner avant qu'elle puisse se répandre ultérieurement dans notre société. Pour vaincre les terroristes potentiels, il faut les donner ce que les assassins du 13 novembre ont volé à leurs victimes, un futur à habiter ensemble. Français, Italiens, Européens. Italie et France sont de grands pays qui le monde connaît et aime comme facteurs de culture et porteurs d'espoir. Nous devons être aujourd'hui, plus que jamais, à l'auteur de notre histoire. Nous le ferons aussi grâce à vous. La Sorbonne représente la réelle grandeur de ce qu'est l'Europe. En faire des valeurs d'éducation, des idéaux. Je suis heureux d'avoir exprimé ici la voix du gouvernement et du peuple italien. Et en mémoire de Valeria, de Guillaume, en mémoire de tous les étudiants, les professeurs tués par les terroristes, je vous propose que nous assumons ici tout ensemble un engagement solennel. Nous ne renoncerons jamais à nos idéaux. Nous ne renoncerons jamais à notre identité. Nous ne renoncerons jamais à vivre libre, à vivre. La Sorbonne nous enseigne que la culture est plus forte que l'ignorance. Et surtout, notre culture nous enseigne que la beauté est plus forte toujours que la barbarie. Vive la France, vive l'Italie.